de Vélozan, qui est organisée par Roue Libre. Tout le monde doit connaître, je suppose. Je voulais vous dire aussi de bien éteindre vos portables. Je sais qu'on dit ça souvent. Et puis, si vous avez été content du festival et si vous êtes encore content, vous pouvez encore participer davantage pour l'association Roue Libre, de manière à ce qu'on continue à faire des manifestations de ce type. Donc je vous présente pour cette conférence qui s'intitule « Le vélo et l'émancipation des femmes ». Nous avons la participation de 4 jeunes femmes dynamiques et expressives. Alors donc Claire Smag, qui est rédactrice en chef web du magazine Sportive depuis avril 2021. Donc le magazine Sportive, il est reconnu comme le média de fond de référence du sport féminin. Ensuite, Aurore, elle est accompagnée de ces voyageuses qui sont averties. Aurore Macon, elle qui a participé auparavant à Donnons des ailes au vélo J-1, elle pourra vous expliquer par la suite. Louise Roussel, qui a écrit dernièrement son livre « À vos cycles, le guide du vélo féminin ». Vous pouvez vous le procurer au manège. Et Lucie Sago-Duvaux, qui a beaucoup participé à Handicap Évasion. Voilà, elle travaille beaucoup sur l'handicap pour aider les jeunes à faire du vélo. Voilà, je vais laisser la parole à Claire et aux 3 autres. Merci Benoît. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est parti pour 1 heure à peu près de présentation de projets, de clés pour que vous puissiez voyager sur toutes les routes. Puis ensuite, on aura un petit temps d'échange avec le public où vous pourrez poser toutes vos questions. Je propose qu'on fasse un petit tour de table d'abord, vous présenter rapidement qui vous êtes et les projets un peu que vous avez mis en place autour de la pratique du vélo et du voyage à vélo. Je ne sais pas qui veut commencer. Louise, tu veux commencer ? Oui. Alors, je m'appelle Louise, j'ai 30 ans, je viens du Nord, comme la majorité des intervenantes ici. Et donc, je travaille sur en fait, à rendre accessible le vélo et l'aventure aux personnes qui en sont éloignées. Et c'est beaucoup les femmes, donc à travers ce livre et à travers le projet Un autre cycle. Et c'est aussi Valmapool, qui est une association qui qui organise des sorties avec des réfugiés et des demandeurs d'asile. Bonjour, moi du coup c'est Lucie, je viens de Nantes, mais mes grands-parents sont de Beauvais, donc j'ai quand même des origines du Nord. Moi je suis monitrice vélo et je viens tout juste de passer une formation aussi de mécanicienne et je travaille dans différents aussi ateliers d'auto-réparation de vélo pour accompagner des personnes qui sont éloignées de la pratique de la mécanique, pour les accompagner, leur donner des billes et essayer de leur montrer comment fabriquer un vélo voyage aussi à vraiment moindre coût avec ce qu'on retrouve avec des matériaux recyclés, des pièces recyclées et glanées à droite à gauche. Et à côté de ça, j'ai monté une asso qui s'appelle Les Increvables en selle. Voilà, le projet c'est de créer une bande dessinée qui retrace comment le vélo a permis d'émanciper les femmes à travers l'histoire et comment aujourd'hui c'est encore un outil de lutte aussi social pour outrepasser certaines limites et se donner confiance. Et aussi de voir que tout n'est pas acquis, qu'en France, ça a été aussi un long parcours pour les femmes pour avoir ce droit, et qu'à l'étranger, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Et moi, c'est Aurore. Alors, je suis nordiste aussi, et j'ai participé à un projet qui s'appelle Donnons des ailes au vélo J-1. C'est des ambassadrices qui se rassemblent pour essayer de fédérer autour du vélo, pour amener les femmes à la pratique. Et pour ça, elles ont imaginé de faire le Tour de France un jour avant les hommes,
pour montrer qu'elles étaient capables de le faire aussi, et dans l'idée de se dire que si un Tour de France féminin était réorganisé, ça permettrait d'avoir des figures, ça permettrait d'avoir des noms connus, et ça inciterait à la pratique, ça rendrait plus accessible la pratique. On arrêterait par exemple de dire que le vélo c'est un sport de garçon. Rappelons que le sport n'a pas de genre, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc ça c'était les projets, le projet sur lequel moi j'ai voyagé, avec lequel j'ai voyagé. Merci à vous trois. Lucie, je vais commencer par toi. Tu disais que dans ta présentation avec les Increvables, l'idée dans cette BD c'est aussi de montrer un peu les problématiques qu'il y a autour de la pratique. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux déjà de quelle est cette problématique? Alors elle est très large, hein. Le vélo ça touche plein de sphères différentes. Moi je vais parler aussi de mon expérience dans le milieu professionnel par exemple. On est que 6% de femmes, que ce soit dans les monitrices et dans les mécaniciennes. Et les ateliers de mécanique c'est quand même des espaces très genrés aussi, où c'est difficile pour une femme de se faire sa place. Et même s'il y a beaucoup de bienveillance de la part de tout le monde, parfois il y a des comportements qui sont un peu déplacés et c'est un peu compliqué de s'affirmer en tant que femme. Et du coup il y a des ateliers parfois qui se mettent en place en non-mixité, donc ça fait souvent un petit peu débat aussi ce genre de pratique. Mais ça permet aussi d'inclure des personnes qui ne se sentent pas en confiance et pas légitimes de prendre une clé pour travailler sur leur vélo. De venir d'abord dans ces espaces, de discuter avec des femmes qui ont un peu eu les mêmes parcours par exemple, et qui petit à petit prennent confiance et puis qui après vont aller dans des ateliers en mixité. Et on commence aussi à faire des petits voyages comme ça. D'abord on a organisé cet été un voyage de Grenoble à Nice en mixité choisie, et ça avait fait beaucoup de débat aussi, mais ça a été vraiment une grosse bouffée d'air frais pour beaucoup de femmes aussi qui ont participé à ce voyage. Est-ce qu'aujourd'hui on sait à peu près chiffrer la différence en termes de nombre de pratiquantes? Alors en termes de pratiquantes, on va dire que sur le vélo quotidien utilitaire, c'est assez mixte quand même. Après on va voir que dans les villes, les femmes vont plutôt avoir des vélos plus lourds, ça va être plutôt pour aller au travail, aller chercher les enfants, des vélos cargo. C'est ce qui est montré dans les statistiques, hein. C'est pas moi qui les invente. Et après par contre dans la pratique plutôt loisir, là ça va être plutôt une grosse part des hommes qui vont investir le VTT, le cyclisme sur route, où là il y a beaucoup moins de pratiquantes. Et aussi on voit au niveau du matériel qui est assez différent, que les femmes elles ont besoin d'être en confiance et d'avoir un certain niveau avant d'investir dans du matériel assez haut de gamme, alors que vite voir que les hommes vont avoir plus rapidement des équipements adaptés à la pratique. Enfin, peut-être que toi tu as pu voir ça en cyclisme sur route. Justement Aurore, je pense que de vous trois, tu es peut-être celle qui fait peut-être le plus de compétition, ou qui est en tout cas une pratique un peu plus compétitive. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est quelque chose dans ta pratique personnelle que tu as pu rencontrer, justement cette question de la mixité? Alors, déjà, il y a toujours la part, oui c'est ça, c'est que les hommes, ils vont pas trop réfléchir, ils vont prendre leur vélo, ils vont s'acheter un vélo, ils vont rentrer dans le magasin de vélo, ils ont le choix entre 30, 40, 50 vélos, 15 paires de chaussures différentes, 12 cuissards, qu'une femme elle va rentrer dans un magasin de vélo, déjà elle va regarder d'abord par la fenêtre, voir ce qui se passe, et puis seulement après elle va rentrer, elle aura le choix déjà dans le choix du matériel qui est beaucoup plus restreint. Je suis assez d'accord avec Lucie en disant qu'une femme avant de s'acheter un vrai beau VTT, un vrai beau vélo de course, elle va se dire oui mais non parce que j'ai pas le niveau, ça sert à rien, et puis elle va peut-être d'abord penser à d'autres budgets aussi dans le foyer, hein, tout bêtement, qu'un homme n'aura pas cette réflexion-là. Et puis donc ça c'est pour la partie plutôt matérielle. Après il y a la partie un peu croyance. Le sport est un vélo d'homme, etc. Ça arrive encore que quand on croise des hommes à vélo, on se prenne des petites réflexions, ou alors si dans l'entraînement on dépasse un homme, faut absolument qu'il nous redépasse, quitte à griller le feu rouge d'après, c'est des petites choses comme ça. Et à côté de ça, il y a quand même une grosse évolution des mentalités, où parfois simplement vous croisez un homme, il s'étonne peut-être de vous voir sur le vélo, mais il va s'arrêter, il va discuter avec vous en roulant, etc. Donc,
ça avance, mais doucement. Toi, Louise, du coup, des milliers de kilomètres, t'as fait. Est-ce que cette question justement de la distance, est-ce qu'au plus c'est long, au plus la distance est grande, au plus ces questions sont importantes? Ouais, en fait, on fait beaucoup de généralités et désolé pour ceux qui se sentent pas concernés. Il y en a qui se sentiront pas concernés. Le problème, il est systémique parce qu'on voit, tu parlais de chiffres, on a 10% de femmes dans les fédérations, à la Fédération française de cyclisme, on a 20% à la Fédération de cyclotourisme. Et en fait, quand on va sur de la distance, au plus on allonge la distance et au plus on sort des routes en longue distance, au plus ce chiffre diminue encore. On a fait une étude sur la France, on est entre 2 et 3% de participantes sur les événements de longue distance, d'ultra-distance, en dehors des routes. Donc c'est minime. Et je me suis un peu éloignée du coup de ta question, je ne m'en souviens plus. Je demandais si, avec le fait que la distance, tu as fait des distances incroyables, est-ce que cette question et ce frein à l'accès est décuplé avec la distance? Ouais, parce qu'en fait, quand tu es sur de la longue distance, tu vas avoir des freins qui vont être supplémentaires. C'est le temps, déjà, parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. Et en général, les femmes ont moins de temps pour s'entraîner que les hommes, parce qu'en général, et encore une fois, je m'excuse de ces généralités, mais c'est quand même la majorité, c'est plutôt les femmes qui vont avoir les charges familiales, de courses et tout ça. Et puis, tu as aussi la question de la mécanique, qui devient un frein important parce qu'on se dit qu'on ne peut pas forcément se lancer sur une épreuve de longue distance si on ne sait pas réparer une chaîne qui pète ou même une crevaison. Pourtant, il y a des exemples, tu m'en parlais hier, une femme qui fait le tour du monde sans savoir changer une roue. Ouais, il y a une fille qui est, peut-être que vous avez déjà vu ici au festival, qui a fait Dijon de Pékin, qui s'appelle Aurélie Bonnet et qui ne savait pas réparer une crevaison. Ça, c'était il y a 3-4 ans et je crois qu'elle vient d'apprendre à réparer les crevaisons et elle est hyper fière. Mais il y a aussi Anne Musto qui était une voyageuse au long cours qui a fait l'équivalent de 2 fois le tour du monde sans savoir réparer une crevaison. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de moyens quand on est un peu débrouillarde et qu'on est un peu tourné vers l'autre de trouver des solutions pour se faire aider ou pour pas crever. Ça arrive aussi. En parlant de distance, tout à l'heure tu parlais de l'opération Tout aux frontières, c'est ça? Avec derrière cette idée d'interculturalité, est-ce que justement, pour continuer cet état des lieux, la culture et les différences de culture entrent en jeu? Je pense que oui, ça rentre en jeu. Après, nous, sur Tout aux frontières, c'était pas forcément brassé très culturellement et socialement. L'idée, c'était de partir de Grenoble et d'aller jusqu'à Nice. Au début, on était 2 et on arrivait à 52 sur Nice. C'était assez incroyable. D'ailleurs, on a plusieurs j'ai vu des têtes familières qui étaient là aussi sur le voyage. Après, si on veut retourner sur un peu des chiffres, sur les vélos-écoles, par exemple, 80-90% des personnes qui participent à ces cours de vélo-école, de remise en selle, c'est des femmes. Et à l'intérieur de ces 90%, 80% c'est souvent des femmes issues de l'immigration qui n'ont pas pu accéder à cette éducation, à cette culture du vélo petite, parce qu'il y a beaucoup de freins et de tabous culturels dans certaines cultures qui font que les femmes n'ont pas ce droit et cette liberté-là plus tard. Et il y a Nadine aussi qui est de Annecy qui travaille dans une vélo-école, donc elle sait un peu de quoi ça parle. Voilà. Toutes les trois, vous avez, à travers vos différents projets, l'envie de transmettre quelque chose ou au moins de sensibiliser. Si on reprend un peu le Tour de France à J-1 avant les hommes, c'est quoi un peu les réactions que vous avez sur le bord des routes quand on voit passer 15, 20 ou 30 femmes devant soi? Alors déjà cette année, ce qui était chouette, c'est qu'on était vraiment J-1 et pas A-1 comme l'année d'avant. Donc on avait les camping-cars au bord des routes et tout, c'était assez incroyable. Dès que les gens voyaient arriver notre peloton, qui était quand même parfois conséquent, parce qu'on était 12 cyclistes, mais il y avait aussi chaque jour jusqu'à 70 personnes qui pouvaient venir rouler avec nous. Donc ça faisait quand même parfois un gros peloton. Et puis les gens ils sortent du camping-car, ils applaudissent et tout. Puis nous quand on passe, on entend « Allez, allez, ah mais c'est des filles !»
Oui, c'est des filles. Et après, on avait un staff en or qui s'arrêtait parfois sur le bord des routes et qui essayait aussi d'expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Donc c'était assez incroyable de voir la réaction des gens, et ça fait sourire, mais finalement parfois ça lance les gens sur une piste de réflexion. Et c'est aussi ça le but des choses, c'est que les gens se mettent à réfléchir pour faire évoluer les mentalités et de se dire bah oui, pourquoi pas, au final pourquoi ça nous fait réagir alors que ça devrait plus nous faire réagir. Et après il y a aussi ce que ça nous apportait de rouler avec des gens. Les 70 personnes qui venaient rouler avec nous, ça nous permettait aussi d'échanger. Il y avait 35 places pour les hommes, 35 places pour les femmes, et dans ces pelotons-là, ça permet de discuter. Il y a parfois des hommes qui venaient tout simplement parce que c'était le privilège de faire une étape du Tour de France. Et ces gens-là, tout au long de la journée, ça nous permettait de rouler avec eux et d'essayer de faire évoluer ces mentalités-là. Donc l'idée, c'est au-delà de la performance sportive, c'est surtout d'amener à la réflexion, que ce soit les gens qui sont sur le vélo, qui derrière eux, quand ils iront rouler avec leurs amis, pourront peut-être faire évoluer le discours et la façon de penser des copains, et puis ça fait un peu effet domino. On va continuer sur cette thématique un peu. Louise, quand tu as pris la route, tu voulais aller à la rencontre des femmes qui étaient dans ton livre. J'imagine que vous avez aussi rencontré des collectivités et plein de gens autour de vous. Quand tu leur dis que tu milites pour cette cause, est-ce qu'on te dit mais encore maintenant, ou est-ce qu'on se pose des questions? Ouais, alors c'est marrant que tu poses cette question. Donc nous on est partis pour... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas mon projet, mais notre projet d'ailleurs. En fait, on est parti à deux avec Ossé, qui est là, ma compagne, sur un Tour de France en vélo cargo. Alors déjà, le vélo cargo, il y avait beaucoup de questions. C'était est-ce que tu as un moteur? Ça, c'était souvent, donc non. Et en fait, il y avait aussi des femmes qui comprenaient pas du tout notre projet, qui se disaient mais en fait, moi je fais du vélo, j'ai aucun problème à faire du vélo, je vois pas pourquoi vous prenez la tête, quoi. Et en fait, là, on revenait aux chiffres. En fait, il y a 10% dans les fédérations de femmes qui pratiquent le vélo, 20% en cyclotourisme, 40% dans les villes qui sont les mieux équipées. Et puis quand on est dans les métiers, c'est encore pire, quoi. Dans l'industrie du cycle, c'est vraiment minime. Et du coup, on recentrait vraiment ce propos-là. Et du coup, c'est intéressant de voir que parfois, dans les discussions, on se rendait compte que, a priori, la nana ne se rendait pas compte parce qu'elle-même venait d'une famille où ça avait été évident pour elle de faire du vélo. Mais de se rendre compte qu'en fait c'était pas évident pour tout le monde, pas évident en fonction des pays, pas évident en fonction de son milieu social, et ça poussait la réflexion. Ouais. Et après dans les villes, je pense que l'enjeu vélo il est devenu très politique et que du coup les villes faisaient en tout cas toutes comme si elles s'y intéressaient. On a d'ailleurs eu, pour la petite anecdote, un candidat aux élections régionales de droite qui est venu nous voir pour faire une photo avec nous sans nous demander ce qu'on faisait. Et voilà, il nous a dit venez sur la photo, on va faire une photo. On n'a pas fait la photo du coup. Ce que je voulais te demander du coup, Lucie, c'est par rapport à ce que tu disais au début, que vous faisiez des ateliers 100% féminins. Qu'est-ce que ça apporte? Je sais que c'est des sujets qui sont très controversés. Qu'est-ce que ça apporte de faire du 100% féminin? Alors moi, les premiers ateliers en mixité choisie que j'avais fait, c'était au Vieux Biclou à Montpellier, qui est un atelier d'auto-réparation de vélo. Et au début, moi, j'étais oh non, ça va exclure les hommes, on refait le schéma sur lequel on nous a imposé, à nos mères, etc. Et après, en discutant aussi, parce que moi, je suis issue d'une famille où c'était facile de faire du vélo, où j'ai pu accéder à faire des études. Enfin, la voie était assez simple, on va dire, et que j'ai jamais eu tellement à surmonter des obstacles liés à mon genre. Et en fait, en discutant à droite à gauche, on déconstruit tout ça et on se rend compte qu'on prend un regard un peu plus grand, plus systémique, et on voit que en fait, c'est pas facile partout comme ça.
et qu'il y a des espaces où il y a besoin de ces petits cocons où on se retrouve entre nous en confiance et qui permet d'inclure des femmes qui en fait n'iraient pas d'elles-mêmes s'il n'y avait pas ces tout petits espaces. Et c'est une fois par mois, par exemple, au Vieux Biclou. Et c'est hyper important parce que en fait, ça libère vachement la parole aussi. Ça ouvre des nouveaux questionnements, des nouveaux débats, et on apprend à réparer vraiment autrement. C'est assez doux, je trouve aussi, ces ambiances-là. Et ça a créé aussi des liens très très forts. Et maintenant, il y en a qui ont appris à bien réparer les vélos, qui vont dans les ateliers en mixité et qui transmettent aussi à des hommes. Donc, je pense que c'est des espaces assez nécessaires, en tout cas encore aujourd'hui. J'espère que dans le futur, il n'y en aura pas forcément besoin. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment des espaces d'inclusion et pas d'exclusion. Voilà. Du coup, ça peut être une entrée comme une autre pour mobiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres, Louise, par exemple, sur le voyage à vélo? Si quelqu'un dans l'Assemblée un jour a envie de créer un voyage et de mobiliser des femmes sur ce dernier, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Alors moi, je suis Vous avez 3 heures. Moi, je ne suis pas toujours le bon exemple parce que je tente plein de trucs et j'adore tenter plein de trucs et plein de fois ça ne marche pas. Mais je pense que c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais souvent il y a des femmes qui venaient me voir et qui me disaient est-ce qu'il y a des groupes, par exemple comme à Paris, les Girls on Wheels, qui roulent que entre femmes tous les mercredis soirs, elles organisent une sortie. Et donc comme tu dis, c'est un tremplin pour des sorties où elles se sentiront plus à l'aise et tout ça. Et elle me disait, est-ce que ça existe, je sais pas, à Chambéry et tout, si ça n'existe pas, fais-le. En fait, crée-le. Et peut-être vous serez 2 au début, on s'en fout, tu vois. Je pense qu'il faut créer les trucs, il faut pas avoir peur de se lancer, d'inviter 2-3 copines au début, de communiquer un peu. Même si on fait des photos moches, c'est pas grave, quoi. En fait, les gens, ils sont intéressés par le message et ça vient. Donc, je pense que voilà, il faut passer du temps à expliquer les choses, passer du temps à en parler autour de soi, inviter des gens à sortir, et en fait ça fait toujours du bien à tout le monde de passer du temps dehors. Globalement sur les projets associatifs, il y a toujours cette question de comment est-ce que je vais chercher le public que je veux atteindre. Par exemple, Aurore, quand tu as mis des actions en place avant le Tour de France, comment est-ce que tu vas chercher ce public? Alors nous avec le Tour de France, c'était assez spécifique parce qu'on avait des sponsors. Et par exemple, chacune dans nos régions, on a essayé de créer des événements. Alors ça a été organiser des sorties vélo de différents niveaux. Moi j'avais organisé trois sorties ici avant le Tour de France. Il y avait une sortie reconnaissance d'étape, donc forcément il fallait savoir... c'est un peu montagneux par ici, donc il fallait savoir appuyer un peu sur les pédales. Mais on s'est basé sur les sponsors. Par exemple, avec le magasin Decathlon d'Albertville ou un magasin livre d'Annemasse. On s'est basé là-dessus pour communiquer. Donc eux communiquaient au magasin et puis nous on communiquait sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne vite. Enfin, maintenant avec les réseaux, ça va tellement vite, ça prend tellement vite de l'ampleur que machin en parle à sa copine, qui en parle à sa copine. Et puis nous dans le vélo, un peu comme tu disais tout à l'heure, compétition, on a aussi des gens de club. Par exemple, sur une des sorties à Albertville, j'avais 5 personnes du club de triathlon. Et ce qui est chouette à voir, c'est que même les gens qui font partie d'un club, ils ont envie de partager et de s'investir dans ce genre de manifestation par rapport aux valeurs qu'elles transmettent et qu'elles transportent. Parce que parfois, même au sein des clubs, il y a ce côté un peu machiste qui revient en disant oui, mais on est des hommes, donc on doit finir devant les femmes, etc. Et c'est chouette de voir que à travers ces sorties organisées, on arrive à toucher des gens qui sont déjà dans le milieu du vélo, qui font déjà du vélo, mais qui ont envie de faire évoluer les mentalités. Oui, et je me permets juste de compléter, il ne faut pas hésiter aussi, parce que je disais lancer votre truc et tout, lancer un peu. Mais t'as aussi, en fait, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'existant. Et je pense que c'est hyper important de s'associer soit à des clubs, de dire en fait, voilà, vous êtes un club, vous avez du mal à attirer un nouveau public. Je pense notamment au cyclotourisme, ça arrive très souvent. Et moi, j'ai une idée, j'ai envie de lancer des sorties pour les femmes. Et je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure, mais
il y a des femmes qui sont arrivées comme ça à la Fédération de cyclotourisme, elles ont lancé Tout à vélo, et aujourd'hui c'est l'événement qui rassemble le plus de femmes en France dans l'année. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, Tout à vélo, en gros c'est tous les 4 ans, et tu as toutes les femmes cyclotouristes qui ont envie en tout cas de se lancer là-dedans, qui convergent vers un point de rendez-vous. Donc cette année c'était Toulouse, et il y avait je crois 4500 femmes qui étaient là, qui avaient voyagé d'un peu partout en France. Donc tu as à la fois le voyage pour arriver au lieu, et puis tu as une espèce de festival à la fin où tout le monde se retrouve et tout le monde peut partager son expérience. Qu'est-ce qui fait que cet événement fonctionne? Moi je pense que c'est la rigueur d'organisation des fédérations, c'est assez fascinant. C'est quelque chose que je pense ma génération connaît mal. On est très très nuls, en tout cas je parle pour moi, je suis vraiment très nulle pour l'organisation et la rigueur d'organisation. Eux, ils ont des fichiers qui sont bien construits, ils ont des adhérents qui sont impliqués, qui ont du temps aussi, parce que c'est une fédération qui, ils nous l'ont dit, beaucoup sur le voyage, qui vieillit, avec beaucoup de retraités qui ont du temps à donner et qui peuvent vraiment mobiliser des gens facilement. Et pourquoi ça marche? Parce que je pense que ça répond aussi à un besoin qui est fort de ces femmes qui, pour beaucoup, elles avaient l'habitude de voyager avec leur mari, et là c'est l'événement la semaine ou les 2 semaines entre copines, et on les a rencontrées, elles étaient trop contentes, quoi. C'était leurs vacances à elles, quoi. Tu disais juste avant, Aurore, qu'il y avait ce biais de la communication qui était très important. Est-ce que, Lucie, par rapport à la BD, est-ce que tu considères aussi que c'est un moyen de communication pour mobiliser? Quel moyen de communication? La BD. Oui, ce qu'on aime dans la BD, justement, c'est que c'est un support qui va pas forcément toucher que les personnes qui aiment le vélo, les passionnés, et que ça peut toucher des personnes qui veulent juste lire des histoires d'aventure aussi, s'embarquer dans un voyage à travers ce médium qui est la BD. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de BD qui sortent. Et lire ces histoires de femmes qui ont pu avoir un travail ou avoir leur bac grâce à un vélo. Il y a une asso au Maroc qui a ouvert une vélo-école, et donc à Essaouira, et il y a la ville de La Rochelle qui avait envoyé des vélos là-bas pour que les collégiennes apprennent à faire du vélo. Et parce que les familles en milieu rural au Maroc ne vont pas investir dans l'éducation des jeunes filles, et certaines filles, du coup, grâce au vélo, ont pu aller au lycée derrière, parce que les familles n'avaient pas les sous de les mettre en internat, etc. Donc elles faisaient l'aller-retour. Et les jeunes filles qui témoignaient, moi j'ai eu mon bac, mais c'est grâce à mon vélo. Si j'avais pas eu de vélo, j'aurais pas continué, j'aurais pas pu faire des études, etc. Donc la BD, nous, ça va nous permettre de mettre en lumière tous ces petits projets à droite à gauche qui existent, de faire parler des femmes oubliées aussi qui se sont battues dans l'histoire pour nous, et en espérant que ça touche toutes les générations et les genres, et en fonction des passions de chacune, que ce soit la BD ou le vélo ou l'aventure. C'était ça l'idée aussi. L'accès à la BD, c'est pas toujours évident, en tout cas c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Si on veut vraiment démocratiser cette pratique du vélo, voyage ou autre pratique du vélo, peu importe, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher justement ces femmes qui sont très très éloignées de la pratique et qui n'auront pas forcément ces moyens de communication dont vous parlez? Je pense que ce qui est bien, c'est d'aller sur le terrain aussi, d'aller à la rencontre des gens, juste discuter, venir avec un petit vélo cargo et des outils de mécanique, aller dans les quartiers, aller échanger avec les gens. Je sais qu'à Nantes, les maisons de quartier, elles organisent de plus en plus des ateliers de réparation de vélos aussi, par exemple, où du coup les gens n'ont pas forcément à se déplacer, et c'est nous qui nous déplaçons. Ce qui était super aussi sur Toutes aux frontières, par exemple, c'est un voyage qui s'est fait assez rapidement, avec du bouche à oreille et des réseaux de communication comme la RAF, des choses comme ça. C'est des mailing lists qui se diffusent d'une manière très rapide. Et en quelques semaines, en fait, donc nous on était, comme je vous l'ai dit, on était 2 à vouloir partir. Une amie qui est pompier, qui est hyper sportive, et on se dit ouais, on va prendre l'école, on va passer par les Alpes et tout. Et après petit à petit, moi j'aimerais bien venir. Ok, viens. Bon, on a organisé une petite réunion à Grenoble, on était une dizaine, et il y en a qui nous disent
Mais moi, j'ai jamais fait de voyage à vélo. Les Alpes, ça me fait un peu peur quand même. J'étais, ah ouais, c'est vrai. Bon, on va réfléchir à un nouvel itinéraire. Donc, on a réfléchi à un nouvel itinéraire. Après, on me disait, moi, j'ai envie de venir. Bon, j'ai pas de vélo. Ah, bon, j'ai pas trop d'argent non plus. Bon, tu vas aller à l'atelier du 38, on va te trouver un cadre. Du coup, il y a eu beaucoup de solidarité comme ça qui s'est créée. Et le voyage s'est vraiment construit en collectif. Et il y a eu une autogestion pendant tout le voyage qui était super chouette. Et on a eu des appels de Nantaises qui nous disaient « Ouais, on aimerait bien venir », de Lyon, de Liège, de Marseille. Les Marseillais qui sont avec leurs sifflets, c'était assez rigolo. Et voilà, du coup, on est parti de 25 à Grenoble. Et petit à petit, à chaque étape, il y a des personnes qui nous rejoignaient. On avait mis les lieux d'étape où on allait dormir. Et voilà, c'était un beau bouquet de fleurs à la fin. Je suis curieuse de savoir, est-ce que la question de la sécurité, parce que on entend souvent dire que les femmes osent moins sortir, occupent moins l'espace public, ou sortent moins tard, ou dès qu'il fait noir, il faut rentrer. Dans le voyage à vélo, il y a quand même quelques aléas. Est-ce que cette question, elle revient sur le tapis ? Oui, c'est souvent une question qu'on nous pose. Alors surtout sur le voyage à vélo, quand tu pars seul, c'est la question qu'on te pose. T'as pas peur de dormir dans la nuit dans la forêt? Après, quand t'es en groupe, c'est différent. Je trouve qu'il y a une espèce de puissance qui se crée tout ensemble. Au début, oui, il y avait des voitures qui klaxonnent. Oui, allez-y. Et à la fin, on dit ah, tu veux. Nous, on prend la place et c'était. Il y avait vraiment une force qui émanait du groupe. Et non, la peur, on l'avait pas du tout. On se sentait justement hyper en sécurité. T'as senti, toi Aurore, aussi cette force du collectif ? C'est plus qu'un collectif en fait, parce que le fait de préparer le J-1, le fait comment dire, il y a toute l'organisation avant, et déjà rien que ça soude le groupe. Parce qu'on se retrouve toutes en fait très vite devant les mêmes difficultés, à envoyer 15 mails pour pas avoir de réponse. Et avant d'arriver sur le vélo, la cohésion elle est déjà là, même si on s'est vu très peu de fois. Et donc du coup derrière, quand on est sur le vélo, qu'on prend la pluie pendant des centaines de kilomètres, qu'on voit les copines qui tombent et qui se blessent, qu'on voit la force du collectif, elle continue à grandir. Et je pense aussi que derrière, elle émane du groupe. Et c'est ça aussi qui fait questionner les gens et qui fait s'arrêter les gens sur le côté de la route et qui, je crois, a donné envie aussi à certaines personnes de rejoindre l'aventure, parfois une heure, parfois une journée, et qui continuent derrière de réfléchir, de se dire mais tiens, mais moi aussi, parce que ça on en a plein après, j'ai jamais eu autant de demandes d'amis sur Facebook par exemple, parce que les gens ils sont intéressés derrière, ils ont vu ce que ça pouvait procurer. Personnellement, on en retire de l'estime de soi, on se sent plus capable de faire les choses. On parlait de bricoler le vélo, on parlait on ressort de cette force, on est plus autonome derrière et en plus on donne envie aux gens de se lancer, elles et eux aussi, sans réfléchir. Est-ce que sur ce collectif qui est en mouvement pendant 3 semaines environ, le fait d'intégrer aussi des hommes, j'imagine que l'échange il est un peu différent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre sur ces échanges ? Quand moi j'étais sur le vélo, j'aimais bien d'abord écouter le discours des gens avant de dire oui, mais... Et du coup, j'ai écouté le discours parce qu'il y en avait, au final, il y a des mecs qui sont plus féministes que les nanas. Hein. Mais à côté de ça, il y a aussi des hommes, comme je disais tout à l'heure, qui viennent pour... ouais, mais moi j'ai fait une étape du Tour de France qui, au bout de 30 km, se mettent devant nous parce que vous comprenez, c'est des hommes, alors il faut qu'ils nous aident, qu'ils nous donnent le tempo, etc. Et au fur et à mesure des étapes, ces gens-là, on essaye de... Quand on les a appréhendés, on essaye d'ouvrir la discussion en disant mais pourquoi vous pensez comme ça, qu'est-ce qui vous fait croire que parce que je suis une femme, je vais finir à 2 minutes de vous au sommet du col.
Et quand on arrive, au final, on a fini la discussion et qu'on arrive au sommet du col en même temps qu'eux, bah là, il n'y a plus à discuter, quoi. La preuve est faite et des fois, bah, il faut juste ça, juste montrer ça pour que les mentalités évoluent. J'imagine, Louise, que sur le voyage du coup que vous avez fait un peu partout, aussi aller à la rencontre des hommes, c'est important? Ouais, carrément. Carrément, parce qu'on n'y arrivera pas sans eux. Et moi, j'adore quand des hommes viennent me dire qu'ils ont lu mon livre, parce que c'est hyper important, parce que je pense que généralement, tout ce dont on parle là depuis tout à l'heure, encore une fois, je vais faire une généralité, mais généralement, c'est pas fait intentionnellement. On ne prend pas intentionnellement les outils des mains pour faire à la place d'eux dans un atelier. En fait, je pense que les mecs, on leur a jamais dit que en fait, on a envie d'apprendre et qu'en fait, on a envie d'apprendre toute seule sans qu'ils nous prennent l'outil des mains. Donc, c'est beaucoup de choses à déconstruire. Et que toutes ces prises de parole, toutes ces initiatives, elles servent aussi à occuper l'espace, à expliquer notre point de vue, à ce qu'on nous écoute aussi, et à leur faire prendre conscience que parfois, il y a des maladresses, que parfois, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Et voilà, c'est important de les inclure. Et c'est important, je pense, des événements comme celui auquel tu as participé, Aurore, de les faire participer et de les faire voir en direct. Les nanas, elles sont capables de faire de la longue distance, de faire des étapes du tour. Nous, il y avait des mecs qui venaient rouler avec nous et c'était rigolo parce que là, ils se sentaient en minorité. Et aussi de prendre conscience de qu'est-ce que ça fait d'être en minorité. On était sur un événement à Paris qui s'appelait 200 nanas pour 200 km. Et la communication était ciblée sur les femmes, mais c'était pas en non-mixité. Toute la communication était faite envers les femmes, et les hommes qui voulaient pouvaient participer. Et du coup, il y avait à peu près 10% d'hommes, ce qui est le pourcentage habituel inversé. Et c'était très drôle de voir les mecs qui étaient... Il y avait Alain Puzieux, qui est du magazine 200, qui était là, le rédacteur en chef de 200 qui était là, et il disait je sais pas où me mettre, quoi. Je sais pas comment on fait dans un événement comme ça. Et je pense que c'est important de montrer comment on peut se sentir nous. Est-ce qu'on manque pas aussi un peu de modèles? Tu me citais encore avant des femmes dont moi-même je n'ai pas du tout connaissance. Est-ce qu'on ne manque pas justement de modèles un peu pour inspirer? Si, carrément, et c'était le but du livre aussi, c'est le but du projet de documentaire sur lequel on travaille, c'est de montrer des exemples positifs et des rôles modèles qui soient accessibles pour toutes, à différents niveaux. Donc ça veut dire des exemples comme Aurore. Moi, je suis incapable de faire ce qu'Aurore a fait, vraiment. Et en plus, j'en ai pas envie. Et des exemples comme Laëlle Wilcox, dont je te parlais, qui est aujourd'hui l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure au monde en ultra-distance et en bikepacking. Et puis des exemples comme Jacqueline, qui est dans mon livre, qui a 85 ans et qui continue à faire du vélo pour aller chercher son pain. Tu vois. Et ça, c'est de voir Jacqueline. Quand t'as 85 ans, je pense que ça... Ou même en fait, même quand t'as 30 ans, comme moi, tu te dis « Putain, moi j'aimerais bien être Jacqueline, tu vois, plus tard. » Au même âge. Ouais. Et du coup, je rebondis juste sur ce que tu disais, Aurore, sur le côté où ça t'a fait prendre confiance dans d'autres domaines. Justement, Laëlle Wilcox, qui est une nana qui est adulée, admirée par plein de gens, elle nous disait qu'elle, par exemple, elle était ultra timide de faire ce qu'on est en train de faire là. Alors, je pense qu'on est toutes les quatre aussi un peu dans nos petits souliers là, mais elle osait pas du tout prendre la parole publiquement. Elle disait, j'ai juste envie de vomir, quoi. Et elle a été obligée, en fait, à prendre la parole parce qu'on lui a posé plein de questions, parce qu'elle a été la première femme à battre un homme sur une épreuve de longue distance. Et en fait, la confiance qu'elle a gagnée à vélo et la confiance qu'elle a gagnée en gagnant ses épreuves s'est rejetée sur plein d'autres parties de sa vie, et notamment sa timidité, sa capacité à prendre la parole en public, mais ça peut être pour certaines la capacité à entreprendre, à se positionner dans l'espace public, à prendre le pouvoir dans des fédérations ou dans des entreprises. Donc voilà, c'est important. Sur la question du transfert, on va dire, de compétences un peu entre le monde du vélo et le domaine privé, est-ce que sur les ateliers, par exemple, 100% féminin, est-ce que c'est quelque chose que tu peux remarquer sur la montée en compétences, la prise de confiance, et quelque chose qu'on peut ensuite transposer dans la vie de tous les jours?
Moi, dans mon cas, oui, ça m'a beaucoup aidé. Sur la mécanique, au début, j'y connaissais vraiment rien du tout. J'avais fait mes premiers voyages sans rien connaître non plus. Le fait d'aller de plus en plus dans les ateliers, de même m'inscrire à une formation certifiante, etc. Même avec cette certification, je me sentais au début pas très légitime d'aller me postuler dans des ateliers ou dans des décathlons, des choses comme ça. Et après, j'ai pu faire un stage en milieu professionnel où là ça m'a donné confiance à ce moment-là. Et de me dire, ah ouais, en fait, je sais réparer un vélo, je sais. Et ça, j'avais fait mon stage avec des hommes. Et c'est vraiment eux aussi qui m'ont mis en confiance, qui m'ont laissé faire. Et ça m'a fait vachement du bien de me sentir à l'aise. Et même dans ma famille, maintenant, c'est chouette de dire, bah voilà, Lucie, c'est la mécano vélo, quoi. Donc j'ai fait un atelier réparation de battants de frein avec mon père qui n'est pas du tout bricoleur. Donc c'était assez rigolo. Il y a ma mère qui prenait plein de photos comme ça autour du vélo. Donc oui, ça s'est retransmis aussi sur ma sphère personnelle, où je ne savais pas trop quoi partager parfois avec mon père ou des choses comme ça. Juste, on va revenir rapidement sur les événements dont tu parlais, puis après on laissera la parole au public. Donc tu citais tout à vélo et puis 200 km pour 200 femmes, c'est ça 200 200, bon, on n'est plus à 20 km. Est-ce qu'il existe d'autres initiatives comme ça sur le territoire ? Je pose la question à vous trois, qu'on n'aurait pas citées et qui mériteraient d'être mises en valeur. Oui, il y en a plein, un peu partout en France, des initiatives des groupes de femmes qui roulent ensemble, des groupes de femmes qui réparent ensemble. Dans beaucoup d'ateliers maintenant, il y a des permanences en non-mixité, une fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui existent, sur Internet, et encore une fois, si ça n'existe pas, c'est qu'il faut le créer. Vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, mais c'est à peu près le même constat que j'ai pu faire dans les ateliers. Il y a beaucoup de teams qui se créent. Faut vraiment regarder au niveau local. Il y a des réseaux informels aussi qui se créent. Donc c'est un peu du bouche à oreille, des choses comme ça. Mais il ne faut pas hésiter à demander. Et en fait, c'est aussi une petite communauté. On se rend compte et on apprend vite à toutes se connaître, je trouve. Et puis comme tu disais, si ça n'existe pas, il faut le créer. Et du coup, par exemple, là, suite à mes deux aventures sur le Tour de France à J-1, la première année dans le staff et la deuxième année sur le vélo, on est plusieurs ambassadrices qui avons envie de faire évoluer, et on est en train de créer du coup notre propre projet qui sera d'organiser des sorties à vélo, des ateliers mécaniques, d'essayer aussi, parce que le but c'est aussi de toucher largement et d'essayer d'atteindre les femmes qui ne sont pas encore sur le vélo, parce que en fait, pourquoi le vélo ? Le vélo parce que ça donne de l'autonomie, ça donne de la confiance en soi. C'est un sport qui reste très accessible, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit malade, qu'on soit blessé. C'est quand même un sport qui peut toucher beaucoup de monde, et donc l'idée c'est d'essayer de créer des événements comme aujourd'hui sur Vélozon. Ça peut aussi déjà être des temps de parole, ça peut être comme je disais des ateliers mécaniques, et l'idée c'est de créer des choses localement, d'essayer ensuite parce que comme on est plusieurs de plein de régions, d'essayer ensuite de réunir les régions, et puis surtout par rapport à notre projet à nous, l'année prochaine il y aura le grand retour du Tour de France féminin. Et donc il va falloir faire de la pub aux filles, parce qu'il va falloir que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, c'est pas compliqué, hein. ASO va vite oublier, et puis ça va être vite rangé dans les cartons. Il y aura plus d'argent, donc il y aura plus de tour féminin. Et donc l'idée ce sera de parcourir les routes du Tour de France féminin à J-1 pour simplement pour que les gens sortent de chez eux, applaudissent les filles qui passent devant, et puis que ça réussisse, pour que ça porte ensuite. On manque de figures, on l'a dit tout à l'heure, et il faut passer par là. S'il y a un Tour de France féminin qui est une réussite, s'il y aura des femmes qui auront envie
de rouler à vélo. Et du coup, pardon, il faut toutes et tous regarder la télé. Quand c'est le tour de... Même si vous faites autre chose, hein, c'est pas grave, mais allumez la télé, c'est important. J'allais justement dire, faudrait qu'on arrête de penser qu'il n'y a que Gianni Longo. Il y a quand même d'autres cyclistes qui existent et je pense que le Tour de France va favoriser peut-être ça aussi. Je propose qu'on laisse la parole au public. J'ai eu plusieurs mains levées tout à l'heure, donc qu'on ait un peu de temps pour discuter. Benoît, tu voulais faire le micro? Alors, je crois que les dames avaient une question. Oui, j'avais une question tout à l'heure. C'était par rapport, tu as parlé de sponsoriser, des sponsors, de l'aide des sponsors pour faire des événements féminins. Mais en quoi les sponsors ont été aidants? À quel endroit? Alors, pour mon expérience à moi, simplement, c'est aussi pour ça que le Tour de France féminin avait disparu, c'est que c'est un budget. On était 12, on avait 10 membres de staff, donc ça faisait quand même pas mal de personnes à déplacer. On dormait à l'hôtel, on mangeait au resto, on avait besoin de... Donc voilà, les sponsors, pour nous, ils servaient à ça. Ça, c'était pour le J-1. Mais derrière, nous, ça nous a permis d'avoir un point de départ pour organiser des sorties vélo, pour attirer les femmes, les hommes, pour créer de la discussion. Donc, Nous, à notre niveau de public, non compétitrice, non événementielle, si on veut, dans nos régions, commencer à rentrer, à faire des petites sorties pour amener les femmes vers plus de visibilité, on n'a pas besoin de sponsors, a priori. Non, pas besoin de sponsors. Les maisons du vélo peuvent nous permettre d'avoir un moyen de communication plus large, peut-être, enfin, aller vers des structures déjà existantes. Voilà, c'est ce que Louise disait tout à l'heure. Hein. On peut se baser sur ce qui existe et on peut créer ce qui n'existe pas. Nous, les sponsors, c'est parce que c'est le projet qui voulait ça. Et oui, c'était le projet J-1. Après, ça dépend vraiment de ton projet, mais tu vois, si je prends l'exemple de Vaimapool, qui était de rouler avec des réfugiés qui avaient forcément aucun moyen financier, qui n'avaient pas du tout d'équipement, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas de casque, ils n'avaient rien, quoi. Alors pour les vélos, on avait tout récupéré auprès de copains, donc ça voulait dire qu'il fallait que je passe un après-midi à aller récupérer 12 vélos pour les stocker dans mon studio, pour faire une sortie et puis les ramener le lendemain. Mais les sponsors nous ont permis, juste à un moment, il y a un magasin de vélos qui nous a aidés et qui nous a permis d'avoir 12 casques. Et tu vois, juste ça paraît anodin, mais là c'était important. Mais ça peut être aussi, si tu organises une sortie, par exemple là on veut organiser des sorties d'initiation en gravel et de sortir des routes un peu, un sponsor peut te permettre aussi d'avoir par exemple 2 vélos à prêter pour des femmes qui n'auraient pas le bon vélo pour cette sortie. J'avais carrément oublié le côté technique, mais le côté matériel de l'organisation. Mais on peut faire sans sponsor. Oui. Très bien. Oui, Pour en revenir là, moi j'avais pu organiser des sorties VTT aussi grâce à au comité départemental qui m'avait prêté des vélos pour une sortie VTT en mixité choisie pour initier des débutantes en VTT puisque c'est une pratique quand même assez masculine. Et ils nous avaient prêté 6 super VTT, casques compris, et en plus c'était des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de louer des VTT parce que c'est vite des vélos qui coûtent assez cher. Donc une location, c'est vite 25-30 euros la journée et les gens n'ont pas forcément ce budget-là. Mais du coup, le comité départemental nous avait prêté tous les vélos. Toujours sur cette question du sponsoring, je me posais la question par rapport à ce que tu disais, Aurore, tantôt, sur le fait que le matériel n'était pas forcément adapté. Donc comment tu veux te faire sponsoriser et prêter du matériel si tu n'as même pas un cadre adapté à des petites tailles ou des tailles féminines? Et est-ce que sur vos projets différents, c'est aussi le moyen d'aller vers les constructeurs, les entrepreneurs, en leur disant « les gars, c'est pas possible, on n'a rien, nous, on est à poil, tu vas sur ton vélo ». Voilà, c'est exactement ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi ça m'est arrivé plusieurs fois en cherchant à m'équiper.
Donc d'arriver dans un magasin de vélo et de me dire je voudrais essayer une paire de chaussures. Puis il y avait 2 modèles de chaussures et aucun des 2 dans ma pointure. On est obligé de se tourner sur des commandes internet, à ne pas pouvoir essayer le matériel, etc. Donc l'idée entre guillemets de chercher des sponsors, c'est aussi pour faire bouger les marques. Parce que au-delà du problème que les gamines par exemple peuvent avoir de non, tu vas pas faire de vélo, c'est pas un sport de filles. Après il y a parfois des parents qui réfléchissent pas comme ça, qui emmènent la petite au magasin pour s'équiper, et puis là, problème d'équipement. Pas de vélo à ta taille, pas de cuissard adapté, pas de... je sais pas si... vous êtes un public, je pense, qui fait du vélo. Avoir un bon cuissard, c'est quand même... Quand on fait des longs parcours, c'est quand même... et qu'on enchaîne plusieurs jours d'affilée, c'est quand même important. Et je pense qu'on a toutes commencé à acheter des cuissards masculins et à avoir plein de problèmes. Donc, le sponsoring, c'est pas que pour aller chercher de l'argent, c'est aussi pour dire aux marques, maintenant il est temps... en fait, les marques, ils fonctionnent à la demande. Hein. Donc s'ils voient qu'il y a de la demande, ne vous inquiétez pas qu'ils bougeront et qu'ils créeront l'offre qui correspond à cette demande. Donc c'est pas seulement une recherche d'argent, c'est aussi faire bouger les choses. Et c'est aussi pour ça que c'est important de féminiser les équipes dans l'industrie du cycle et dans les magasins de vélo en général. Si tu as, je sais pas, dans une équipe de 10, si tu as 9 mecs, ils pensent pas au fait que peut-être c'est cool d'avoir une selle qui est adaptée, ou d'avoir une petite taille, ou d'avoir des cocottes de frein qui sont plus rapprochées pour pouvoir freiner quand tu as des petites mains, quoi. Merci donc pour toutes ces interventions. Moi, je vais faire part aussi de mon expérience. Donc, je suis monitrice de vélo aussi. Et effectivement, au niveau des équipements, on voit que les enfants, les garçons ont toujours des vélos et les filles n'en ont pas. Ou elles ont le vélo du grand frère, etc. Donc c'est vrai que l'équipement, en fait, jusqu'à 9 ans, 10 ans, les filles ont des vélos. Et après, passé au collège, il n'y en a plus. Donc je pense à tous ceux qui sont parents. Investissez autant pour vos filles que pour vos garçons dans des bons vélos, dans du bon matériel, dans des bons casques, et même des vélos qui puissent se passer de l'un à l'autre, quoi. Pas forcément un vélo bleu pour le garçon et rose pour les filles, parce que ça fait beaucoup d'histoire, même si ça évolue. Ensuite, une autre question, donc là je vois qu'il y a très très peu d'hommes, donc souvent quand dans les associations, dans les ateliers d'auto-réparation, on propose des séances, comme tu disais Lucie, en non-mixité choisie. Les hommes le prennent mal, c'est toujours on est exclus. Non, c'est pas qu'ils sont exclus, c'est qu'on inclut plus les femmes. Voilà, c'est pas, on ne veut pas les exclure, c'est un temps d'inclusion pour les femmes, c'est une approche. Mais en même temps, quand on propose des ateliers comme ça, de discussion sur la place de la femme, les hommes ne viennent pas. Pourtant, vous êtes tous bienvenus, quoi. On ne veut pas sensibiliser que les femmes là-dessus, c'est vraiment... Voilà. Donc les hommes, n'hésitez pas à en parler à vos copains. Vous pouvez venir aussi à cette discussion. Et on remercie du coup les hommes qui sont là. Voilà, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous n'avez pas juste été tirés par vos copines ou quoi, mais vous êtes bien volontairement. Et puis voilà, pareil, je fais partie d'un groupe de Biquette Annecy où on roule entre femmes. Et les hommes sont aussi bienvenus. et juste, partageons ce plaisir, quoi, tous ensemble. Voilà. Pas de questions, c'était juste une remarque. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit sur les vélos pour enfants, moi j'ai pu aussi intervenir dans des maternelles ou des écoles primaires, et on voit que et même en fait dans les magazines et dans les magasins de vélos, les vélos pour petits garçons, ça va être des VTT avec des pneus qui adhèrent au sol, des bons crampons, des bons freins, avec un bon cadre bien adapté. Et les petites filles, ça va être un vélo de ville avec un petit panier, un porte-bagages, des garde-boue et des pneus lisses. Et roses avec des fleurs. Voilà. Et du coup, on arrive, ils peuvent pas du tout faire les mêmes types d'exercices. Les garçons, ils vont aller pouvoir faire des dérapages, descendre des marches, des choses comme ça. Et du coup, en fait, la division des savoirs, elle se fait dès cet âge-là, où du coup, on n'est pas du tout en confiance quand on a des pneus lisses. Je sais pas si vous avez essayé de freiner ou de faire des choses comme ça. Voilà, ça démarre dès l'enfance, où c'est là où il faut vraiment donner les mêmes équipements à chacun, chacune. Et juste moi, pour rebondir sur ce que tu disais aussi avec le fait que les hommes
prenaient mal quand on les excluait, mais ne se présentaient pas quand on les incluait. L'idée, nous, de la nouvelle asso qu'on va lancer, qui s'appellera Les Aînés, c'est de se dire qu'on n'est pas une asso féminine, c'est de dire qu'on est une asso mixte, parce que avoir des femmes qui parlent de l'importance de l'accès au vélo pour les femmes, c'est bien, mais avoir des hommes qui disent que pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de faire du vélo et qu'il faut que les femmes se mettent au vélo, je pense que c'est encore plus fort et que malheureusement aussi les hommes restent plus écoutés par leur père que si c'est une femme qui parle. Donc on veut surtout pas reproduire le modèle inverse en disant on va tout faire sans les hommes. Non, on va tout faire ensemble et on va faire évoluer une mentalité ensemble. Après, je voudrais partager une petite info, c'est que sur le plateau de la FECLA, il y a une école de VTT qui a été montée par une copine et qu'il ne faut pas hésiter à aller là-haut et à y amener des filles et tout, parce qu'elles se coltinent tous les jours, des gens qui disent qu'ils viennent pour leurs garçons et qui n'ont même pas pensé à proposer à leurs filles. Et il y a régulièrement des gens qui croient qu'elle est la secrétaire de son stagiaire. Donc voilà, je partage ça en son nom. Et puis j'ai une question à poser et puis merci pour toute cette discussion. Et j'ai une question à poser aux gens qui appartiennent à Roue Libre. Enfin, moi, j'en fais partie, mais je ne suis pas active. Pour savoir si des ateliers en mixité, de temps en temps, une fois par mois, c'est quelque chose qui serait envisageable, parce qu'il y a 5-6 ans, on s'est bien cassé les dents à essayer de les pérenniser. Il y avait eu une expérience. Et je vois que les mentalités évoluent et je trouve que ça serait top de relancer cette dynamique d'inclusion, comme tu l'expliquais. Si jamais des fois c'est difficile d'expliquer, je trouve c'est pourquoi on a besoin de ces ateliers. Il y a des petites bandes dessinées qui existent. Il y a Emma qui en a écrit une et il y a La Nuit Remue Paris. Et moi j'adore en fait les faire passer autour de moi, parce que ça parle pas que de la mixité choisie dans le milieu du vélo, mais c'est aussi au niveau des... Elle va parler des syndicats syndiqués, des personnes racisées, personnes non racisées, des personnes racisées qui ont des fois besoin de se retrouver entre elles aussi pour parler de problématiques qui les concernent, pour pouvoir répondre à des questions et des problématiques qui leur sont propres à elles, et qu'on n'a pas forcément envie qu'il y ait les personnes entre guillemets dominantes dans la société d'aujourd'hui qui soient là pour participer au débat. Et je trouve ça assez sympa de montrer qu'en fait il y a plein de sphères différentes où la notion de mixité ou mixité choisie, elle existe. Voilà. Tu peux donner la référence, il y a Emma qui a écrit une bande dessinée et La Nuit Remue Paris. Emma, c'est le nom de la personne qui a écrit. Oui, Emma, La Mixité Choisie. Et La Nuit Remue Paris, elle a plutôt utilisé non mixité, mais bon, ça, La Nuit Remue Paris. Oui, on invite les hommes à prendre la parole, donc je vais la prendre. Je ne vais pas trop parler de mon expérience personnelle. Si on veut me connaître, on pourrait me connaître. Dans tous vos discours, il y a une chose qui j'ai organisé un peu, je suis un peu lié à la Nouvelle-Calédonie. La dernière fois qu'on est allé en Nouvelle-Calédonie, on était 22, il y avait 11 hommes, 11 femmes. C'est tombé comme ça, c'était pas fait exprès, comme quoi on peut intéresser des gens. Il y a un mot, moi, que je retiens, pour avec mes amis Kanak, c'est le mot bienveillance. Donc il y a une chose, moi je connais plein d'hommes, dans mes missions Green Cycling, etc., qui se battent pour le vélo pour les femmes depuis très longtemps. On a accueilli les premières Afghanes, on s'est occupé d'elles quand elles sont arrivées. Enfin, vous voyez, on a quand même une expérience. Il y a 15 jours, quand on a fait le raid des Alpilles, on fait partir les femmes avant pour pas qu'il y ait de chute. Il y avait 70 femmes qui sont parties avant les cyclosportifs. Donc il y a quand même, on fait des choses. Il y a des gens, alors moi, c'est pas moi, j'ai des gens qui travaillent beaucoup dans ce domaine, mais c'est le mot bienveillance qui est important pour moi. J'ai un ami kanak qui dit toujours à cœur vaillant, rien d'impossible, et il rajoute à cœur bienveillant, tout est possible. Donc ne pas se séparer des hommes bienveillants dans vos discours, faites attention, vous pourriez heurter des gens qui sont bienveillants, méfiez-vous. La petite expérience que j'ai, c'est que j'ai présidé un club de handball, peut-être presque créé à la mode Servolex féminin, exclusivement féminin, dans les années 90, et que quand vous dites qu'il y a 10% de femmes qui sont licenciées à la FFC, je me rappelle qu'il y a 2 ans, ils avaient fait une campagne pour ramener des femmes, ils ont créé un truc, la Miss Cyclette. Je pense que les fédérations ont une responsabilité plus que les hommes ou les femmes pour attirer des gens, et je peux vous dire, dans le handball, on a mis le même argent, les mêmes cadres techniques pour s'occuper du handball féminin dans les années 90, parce qu'on voulait plus de femmes dans le handball féminin. Donc c'est une question, on a mis vraiment des entraîneurs de haute qualité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
On a développé le handball féminin. Le handball féminin a monté parce que les sports-études à Chambéry, bon, vous voyez ce que ça a donné. Il y a eu des championnes du monde, vous avez des femmes de handball qui à la télé attirent autant que les hommes. Je pense que c'est au travail de fédération aussi, donc c'est là qu'il faut agir et c'est là où la démocratie doit aussi intervenir dans les fédérations sportives. Le problème du vélo, c'est qu'il y a plein de fédérations, FF Vélo, UFOLEP, FSGT, FFC, et chacun, il y a l'église qui sonne, c'est pour dire que c'est la guerre des clochers. Dans les associations, il y a quand même beaucoup d'associations qui existent aussi, même sur place, hein, vélo féminin, donc moi je suis super, je vous encourage, je suis tout derrière vous, mais attention, vous dites, on fait du vélo avec un homme, l'homme il veut passer devant. Non, c'est pas l'homme veut passer devant, c'est il y a un con, et il y a un mec qui est plus bienveillant. Donc il faut un peu aller dans ce sens-là, de faire la... Et c'est comme ça qu'on va progresser ensemble, à mon avis. Bon, je suis long, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le message. Il faut... Enfin, je te tutoie quand tu dis bien, je ne veux pas généraliser, et ça c'est super important, mais il y a des gens, ils n'entendent pas ça. Tu vois ? C'est pour ça que je l'ai répété 4 fois. Non, mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut trouver le discours qui va encourager les bienveillants à être derrière vous. Ouais, alors non, mais c'est... Ouais, non, mais merci pour ton intervention. Mais je pense que aucune d'entre nous, et je pense que le débat, il n'est pas du tout d'accabler les hommes ou d'accabler un homme en particulier. Le discours, il est de dire que la société, de manière générale, et c'est pas que le monde du vélo, c'est la société en général, qui est injuste et qui est non mixte. En fait, toutes les sphères de pouvoir et toutes les sphères de performance sportive, elles sont pas mixtes. Et donc nous, on essaie de travailler pour changer ça. Mais c'est jamais, enfin, en tout cas, moi, j'essaye de jamais accabler les hommes. Maintenant, on en parlait aussi. Ouais, ça fait bizarre hein, quand on nous montre du doigt, et ça fait bizarre quand on est en minorité. Et je pense que, enfin, je suis un peu en train de m'énerver, je suis désolée. C'est pas du tout. On n'essaie pas d'accabler quelqu'un en particulier. On essaie de dire que dès le plus jeune âge, que ce soit quand on veut acheter un vélo, il n'y a qu'à taper dans un moteur de recherche, n'importe lequel, vous tapez Vélofi, c'est que des vélos roses. Les cours de récréation, dès les cours de récréation, c'est injuste. L'espace public, il n'est pas partagé de la même manière. Dans les cours de récré, en général, encore une fois, hein, je ne parle pas de la cour de récré de Métrenne où j'ai grandi, où c'était un peu différent, mais en général, on a un terrain de foot qui est central, qui est occupé en général, encore une fois, par un petit groupe qui est plus sportif, qui est un peu plus performant, qui a un peu plus une grande gueule, et généralement c'est plutôt des petits garçons, et ça produit que généralement on a des petites filles qui sont plutôt en marge, dans un coin, en train de discuter, et qui n'occupent pas cet espace public. Et ça a été prouvé que ça a des effets derrière sur, nous les femmes, on se sent moins ok pour marcher dans la rue sereinement, y compris le soir, on se sent moins ok pour prendre la parole. Moi j'ai travaillé dans une boîte, je ne citerai pas forcément la boîte, mais j'ai travaillé dans une marque de vélo, on était 20 dans l'équipe, on était 2 nanas, et putain c'est dur hein, pour se faire entendre. Quand on a 18 mecs qui sont autour de nous, qui ont des grandes gueules et qui parlent tout le temps, c'est difficile de se faire entendre. Et c'est pas des mecs qui sont malveillants, c'est le système qui fait que les femmes ont moins la parole. Je vais m'arrêter là. Non, et puis, quand même, Vincent, tu dis faut pas avoir un discours comme quoi les hommes ils veulent me dépasser et peu importe, ils veulent me dépasser, mais t'oublies aussi que pendant pas mal de fois pendant la conférence, on a aussi dit qu'il y avait des hommes qui nous accompagnaient, que les hommes aidaient à faire véhiculer le message. Donc... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Oui, mais c'est pour un mot, tu vois, là tu relèves un mot sur une chose Il y a des gens qui vont pas comprendre. Oui, mais alors les gens, ils ont qu'à écouter toute la conférence et puis ils auront vu qu'on aura inclus les hommes dans la démarche. Du coup, justement, en fait, moi, c'était avant que tu interviennes et je voulais parler de ça. Et pour répondre pour la vélo-bricolade, il y a eu, donc du coup, j'étais pas là à l'époque, mais il y a eu un projet d'atelier non mixte qui n'a pas marché. Et en fait, il y a 2 ans, on a de nouveau essayé de faire un nouveau projet avec 3 personnes. Mais on se reconnaissait. En fait, on n'avait pas les mêmes valeurs et du coup, moi, c'était une petite question par rapport à ça. Il y avait deux visions différentes qui étaient soit en fait un atelier dans non-mixité comme une fin en soi ou comme un espace. Et du coup, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que j'avoue que pour moi, c'est plutôt la non-mixité est plutôt une volonté d'émancipation et d'empowerment et tout ça. Et en fait, il y avait d'autres gens à l'inverse qui disaient non, mais en fait, moi, de toute façon, dans un espace où il y a des hommes, je me sens pas bien et je veux pas me sentir bien dans un... Enfin, voilà. Et qui était plutôt, justement, en fait,
à dire mais c'est obligatoire parce que justement en fait on n'a pas envie de faire des espaces où on passe 3 heures à redire alors tout ce qu'on va dire contre les hommes, c'est pas tous les hommes en général, et en fait on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et des fois on a besoin de se retrouver entre nous pour justement dire bon bah donc là au moins on sait qu'on a les mêmes bases, on a la même expérience, et au moins on va pas avoir peur de blesser quelqu'un qui va se sentir jugé personnellement. Enfin, du coup moi c'était un peu la question de la non-mixité comme fin ou comme moyen, voilà, que ce soit dans les ateliers de réparation ou dans les sorties. Moi je pense que c'est une étape pour la majorité des femmes, et je pense que pour certaines femmes c'est une nécessité et c'est une fin en soi, parce que c'est pas un discours que j'aurais tenu il y a 1 an, mais on a rencontré des femmes qui ont subi des violences, que ce soit des violences physiques ou des violences sexuelles, et qui se sentent pas du tout d'avoir une proximité avec un homme dans un atelier mécanique. Donc pour ces femmes-là spécifiquement, je pense que c'est indispensable, et pour les autres, je pense que c'est vraiment une étape. On s'approprie un espace, là on parle de l'atelier, on s'approprie l'atelier, on s'approprie les outils, et ensuite en mixité, on est du coup capable de se sentir à l'aise dans cet espace-là, de se sentir à l'aise avec les autres personnes qui l'occupent et qui sont en majorité des hommes. Oui, c'est hyper important, comme tu dis, ça va vraiment dépendre des parcours de chacune. On va venir y rechercher des choses très différentes. Il y en a qui vont juste venir pour être là parce qu'elles aiment bien aussi discuter et pas forcément même bricoler. Il y en a qui n'aiment pas faire de la mécanique non plus et qui viennent là mais parce qu'elles ont envie d'être autonomes, d'être vélonomes. Il y a un mot qui avait été inventé, la vélonomie. Ils disaient moi j'aime pas du tout la mécanique, mais en fait j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre quand je voyage à vélo, et j'ai besoin d'apprendre à faire ça moi-même. Il y en a d'autres, comme tu dis, elles ont eu des parcours compliqués, des relations compliquées avec certains hommes malveillants, et qui du coup ont besoin de cet espace pour être en confiance et d'apprendre sereinement, parce que en plus à vélo, les outils, je sais pas vous si vous avez des outils dans vos chambres ou des choses comme ça, mais on rentre dans un atelier de vélo, il y a des outils attachés partout sur les murs, on sait même pas à quoi sert rien, on sait pas utiliser un démonte-pneus, ça fait super peur, et quand on entre dans un atelier en mixité, on voit tous les hommes qui ont tous les outils, qui savent tout faire, et on n'ose même pas prendre la parole et dire en fait on a l'impression d'être vraiment très gourde. Voilà. Pour certaines personnes, c'est juste passer ce cap de ne plus paraître pour une gourde et d'avoir des petites clés en main pour après venir sereinement dans ces ateliers. Ouais, moi c'est pour compléter aussi sur ce sujet. Donc Florence de Le Recyclage, sur ces questions de vélo et de genre, il y a une super ressource à connaître, c'est le Wiklou. Le Wiklou, c'est l'encyclopédie en ligne du vélo, c'est le Wikipédia du vélo. Donc Wiklou, wiklou.org. Et il y a une super page sur les questions liées au genre sur le vélo. Donc il y a des témoignages de personnes qui décrivent ce que c'est que de fréquenter un atelier vélo sexiste, ce qui s'y passe, et qui illustrent en explicitant ce qu'elles, ces personnes ont pu y vivre. C'est des super ressources, il ne faut pas hésiter à aller les utiliser. Et toujours dans cette lignée, il y a aussi des petits textes qui expliquent les permanences en mixité choisie dans les ateliers d'autoréparation vélo, ce que ça amène, ce qu'on y fait, le fait que les hommes n'y sont pas exclus, mais que c'est un espace qui est ouvert de manière provisoire. Donc voilà, pas hésiter à aller chercher ces ressources. Sur la mixité, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux et égales par rapport au langage, mais dans les ateliers d'autoréparation vélo, on préfère parler de mixité choisie, c'est-à-dire de caractériser le type de mixité qui est mis en place, plutôt que de parler de non-mixité. C'est toujours plus chouette de désigner une expérience par un terme positif que par un terme négatif. Et enfin aussi, c'était une précision de public. Quand on parle de mixité choisie sans Mexis, on ne parle pas que d'ateliers d'autoréparation vélo ouverts aux femmes. Ce sont des ateliers ouverts à toutes les minorités de genre, et ça inclut également les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes intersexes. L'idée, c'est aussi de sortir de ces questions de binarité de genre homme-femme et d'ouvrir un peu la question du spectre. Voilà, je ne vais pas trop parler. C'est super qu'il y ait ce type d'espace. Merci Vélozon.
Et c'est trop chouette qu'on ait des intervenantes comme vous. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est ça. Ah, attends, on va te donner le micro. Donc le magazine de vélo, enfin c'est pas un magazine vélo du coup, c'est Tout Sport. Ouais, c'est multisport. Voilà, j'ai une question sur la proportion. Enfin, est-ce que le vélo c'est un des sports où justement la mixité est vraiment très basse? Enfin, quel est le sport le plus mixte et celui le moins mixte en gros? C'est une très bonne question. L'équitation. L'équitation, c'est très féminin, ouais. Femme, c'est pas mixte du coup. C'est complètement mixte l'équitation. Les hommes et les femmes. J'ai pas les chiffres comme ça de toutes les fédérations en tête. En fait, ma question, enfin, le fond de ma question, c'est à quel point c'est un enjeu important qu'on doit vraiment défendre dans le cyclisme. Plus que alors après, dans le cyclisme, il y a bah, plein de choses parce qu'il y a quand même beaucoup de disciplines. Et je crois qu'en fonction de si on parle de BMX ou si on parle de VTT ou si on parle de cyclisme sur route, la proportion de femmes n'est pas du tout la même. Donc voilà, de quoi on parle exactement. En tout cas, le cyclisme, c'est quelque chose qui est vraiment en train de bouger. Et nous, on le voit dans notre manière de traiter le sujet, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'amélioration des conditions des sportives, notamment des professionnels. J'espère qu'ensuite ça va ruisseler, mais en tout cas, au niveau, c'est vraiment une discipline qui bouge, dans le sens où il y a quand même les équipes qui passent professionnelles, des contrats professionnels. Après, bien sûr, on a eu le Paris-Roubaix il n'y a pas longtemps avec des écarts de salaire qui sont, de primes qui sont stratosphériques, mais il y a quand même des choses qui se passent. On a un Tour de France qui arrive, donc pour moi, vraiment, le vélo, c'est quelque chose qui est très porteur sur la question de la mixité, en tout cas. Et du coup, votre présence dans les presses, la vente du magazine, est-ce que c'est aussi quelque chose qui évolue? Est-ce que c'est un sujet que vous ressentez, qui fait vendre en fait? Est-ce que votre magazine se vend bien? Parce qu'est-ce que le sujet arrive à toucher beaucoup de monde? Alors, on parle de sport féminin, donc déjà, c'est pas, voilà, on n'est pas l'équipe et on prétend pas l'être du tout. Mais le papier, de manière générale dans la presse, c'est quand même un sujet qui est compliqué et de moins en moins de gens lisent des choses papier et l'achètent. Après, on est très présent sur les réseaux sociaux via notre site internet et l'ensemble des articles qu'on poste. On touche sur l'année peut-être 2-3 millions de personnes en termes de visibilité, je parle juste de chiffres là. Donc voilà, est-ce que c'est beaucoup ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça grandit et nous on ressent quand même l'augmentation de l'intérêt. Voilà, les pages ont de plus en plus de fans. La portée de publication, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais quand on met un article sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, on est en mesure de dire combien de personnes l'ont visité, le site, ou combien de personnes l'ont consulté via la page Facebook ou autre. Et nous, on ressent vraiment un accroissement de la visibilité. Après, ça reste des chiffres qui sont quand même petits comparés à l'ensemble de la population, mais voilà, on a le mérite d'essayer aussi de faire bouger un peu les choses de ce côté-là, quand on parle pas forcément de vélo, mais de tous les sports, et de mettre sur l'avant de la scène, en tout cas, des femmes dont on ne parlerait pas sinon. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, c'était très ciblé sur les chiffres et... Non, et j'étais pour montrer aussi mon soutien à votre magazine. Merci. Un petit mot, déjà, un petit mot pour un grand merci. Ça fait plaisir d'avoir ces échanges-là, de pouvoir assister à ces échanges-là. Et moi, je voulais témoigner de ma place d'homme dans ces moments-là de confrontation aux espaces de non-mixité, etc. Et raconter le fait que c'est pas forcément simple. Alors déjà, c'est vraiment pas pour me faire plaindre ou nous faire plaindre les hommes, c'est juste pour raconter une difficulté de laisser la place. La société, elle fait que les hommes, ils ont beaucoup de place. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et moi, je vis la nécessité de laisser de la place aux autres personnes, dont les femmes.
Et c'est une vraie difficulté qui est rencontrée par plein d'hommes, je crois, de se dire comment je fais. Effectivement, je sais bricoler. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience où, tout petit, j'ai eu des outils dans les mains et puis c'était normal. Et puis voilà. Et ce normal, il fait que c'est facile. On a toute la place. Et comment la laisser? Eh ben, c'est dur en fait. Et c'est pas toujours simple. On se confronte à des gens qui sont en colère, à des gens qui ont envie, à des gens qui ne peuvent pas. Et voilà, c'est cette difficulté-là qui n'est pas la même que celle que vivent les minorités. Mais prendre conscience, ce cheminement de prendre conscience que je suis un homme, j'ai cette place pleine de privilèges, et je dois la laisser, je dois revenir sur mes privilèges, je dois accepter ça, je dois comprendre. Et puis une fois que j'ai compris ça, j'ai encore d'autres choses à comprendre, et que même en ayant compris ça, j'ai encore du travail à faire pour déconstruire. Je ne sais plus laquelle d'entre vous a posé le mot déconstruction. Je crois qu'il est essentiel. C'est beaucoup de déconstruction, et pour vous, et pour nous, et pour ceux qui sont entre les deux, qui ne se reconnaissent pas dans il ou elle, peu importe. Cette notion de minorité aussi. L'atelier, c'est autour de l'émancipation, le vélo comme outil d'émancipation des femmes, et en fait des minorités. Et je crois que c'est une super chouette porte d'entrée sur ces questions-là et sur l'émancipation. Voilà, je m'arrête là. Et je pense qu'en fait, tu t'es auto-répondu comment on fait pour laisser de la place et pour faire moins d'erreurs. En fait, on en fait tous et on en fera tous et toutes, et c'est trop bien parce qu'en fait, on a toute la vie pour progresser. Et ben, continue à venir à des conférences comme ça, continue à te poser des questions, et c'est trop cool, quoi. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus, c'est juste partager ce fait que voilà, c'est un chemin qui est long, et quand on s'accroche à un mot, je comprends qu'on puisse s'accrocher à un mot, et en fait il faut qu'on s'accroche à un mot et qu'on en discute, et puis on le dépasse, et puis il y en aura un autre auquel on s'accrochera, et puis on continuera. Je pense que rien que par ta présence et par le fait que tu prennes le micro et que tu nous dises cette difficulté, parfois tu dis que tu rencontres des gens qui sont un peu remontés, un peu énervés, je pense que grâce à ton témoignage, il y a un apaisement derrière, et puis surtout, si au plus il y aura de monde qui se posera des questions comme toi, au plus ils transmettront aux générations suivantes l'évolution des mentalités, et la déconstruction, elle se fait par là aussi, je pense, par la transmission qu'on a aux gens qui ont le même âge que nous, mais aussi à celles qu'on transmet aux plus jeunes, et à ceux, que ce soit les enfants ou les gens qu'on a un peu sous notre aile de par nos métiers ou nos passe-temps, mais voilà, ça fait partie de la déconstruction, je pense. Moi, je voulais rebondir dessus aussi pour parler en tant qu'homme, et sur le fait que je pense qu'en tant que femme, vous avez été confrontée à beaucoup de discrimination, on pourrait dire une situation de dominée, et vous êtes dans une phase d'émancipation, de refus en fait de continuer dans ce sens-là, et donc vous avez fait une sorte d'autocritique et une critique de la société. Alors là, je dis vous les femmes, je pense que justement il y a les femmes, les hommes, il y a plein de choses. Mais vous voulez changer les choses. Et les hommes, je pense qu'ils sont en retard en fait. Parce qu'en fait, en situation de dominant, on ne se rend pas compte. On vit bien en fait. On fait les choses sans trop de problèmes. Et c'est qu'aprps, quand on se prend des coups dans la tête en disant bah mince, oui en fait on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte, que on se dit ah oui, donc c'est possible, et en voulant être bienveillant, en vivant juste, on fait les choses mal. Et donc là, nous, on n'est pas encore dans la phase de... Il faut qu'on ait une autocritique, il faut qu'on ait aussi une autocritique au sein des hommes, parce qu'en fait, il va y avoir différents profils virilistes, dominants, des hommes plutôt qui ne se retrouvaient pas dans ces masculinités-là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et en fait, pas à demander encore au mouvement féministe c'est pas à vous de prendre ce rôle-là, c'est aux hommes de se dire... En fait, stop, faut que nous, on regarde comment on agit, qu'on déconstruise ça, et que surtout on reconstruise, parce que là, on est encore dans une phase où on se dit, on voit ce qui se passe, mais on ne sait pas trop comment faire pour les changer, et donc c'est des petites initiatives, des petits cheminements personnels,
mais il n'y a pas vraiment encore de mouvement collectif d'hommes qui disent stop au virilisme, stop. Il y a beaucoup plus d'opposition de mais moi je suis bien, moi je vous respecte, et je pense qu'il y a vraiment, il faut à un moment arrêter cette solidarité masculine et ce truc de dire tous les hommes sont pas comme ça, mais tout le monde le sait en fait. Donc voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Je crois qu'il y avait encore une question juste là. Ouais, moi c'était pas une question, c'était plus un merci de dire ça, parce qu'en fait moi je ne l'entends jamais, cette parole. Dans des cercles de parole comme ça, où c'est en mixité, j'entends plus souvent des hommes qui vont dire moi je fais ma part, j'ai l'impression de faire mon effort, et en fait moi à titre perso ça m'énerve ce discours. Et je pense qu'on est nombreuses à être énervées par ça, parce qu'en fait ça reprend, moi, je le vois comme une manière de vouloir reprendre quelque chose que des femmes sont en train d'essayer de récupérer. Et tu dis, c'est difficile de laisser la place, mais en fait, c'est super dur d'essayer de la prendre aussi, quand t'es pas conditionné à ça. Donc, merci de porter ça. Je ne l'ai jamais entendu, je pense, dans des cercles aussi mixtes en termes d'âge et puis de genre, un peu. Et du coup, je vous incite à le partager aussi avec vos amis, notamment hommes, parce que peut-être vous le faites déjà, hein, mais voilà, il est temps que ce discours-là, il prenne un peu plus de place et que ce soit pas que nous, les femmes, qui allons le porter. Donc voilà, merci, je me joins aux applaudissements, et puis voilà. On a une question juste ici. Et je crois que ce sera l'avant-dernière. S'il y en a encore une après, bien sûr. C'était vraiment pour finir la boucle. Si on peut vous inspirer, moi je connais des ateliers en mixité choisie qu'avec des filles, on papote, c'est super cool. Pourquoi vous faites pas la même chose entre mecs en fait? Vraiment, c'est super. Alors je sais que les groupes masculins, on en a vu, il y en a à l'Assemblée, il y en a dans plein de lieux, et on ne discute pas apparemment des mêmes choses. Donc je pense que moi j'aimerais bien qu'un jour j'ai un pote qui me dise je suis allée à mon groupe de parole Juliette et j'ai compris des trucs, elle m'avait des astuces, tu vois, je ferais pas pareil, parce que moi je fais la même chose avec mes copines, tu vois, j'attends que ça, tu vois, que mes amis masculins, petit genre, ils se prennent en main quoi, et qu'ils fassent ce que moi j'apprécie tellement faire avec mes potes. Donc allez-y. Bien reçu. Est-ce qu'il y a une dernière question? Juste derrière. Je peux vous laisser passer. Oui, vu que le vélo-zan, c'est un temps pour parler du voyage à vélo, c'était aussi pour dire, il y a un truc, moi, qui m'exaspère un peu, c'est quand on parle de cadre de voyage hommes et femmes. Je sais pas si vous arrivez, moi je roule avec une barre qui est parallèle au sol, et très souvent en voyage, on me dit « Ah, vous roulez sur un vélo d'homme ?» Et je trouve que c'est chouette de vouloir segmenter les équipements, de motiver les indus à faire des équipements féminins. Après, moi, je me dis, le vélo, ça reste aussi quelque chose qui n'est pas trop genré. Et ouais, je sais pas, j'ai quelques réticences à parler de cadre féminin et masculin. Voilà, c'était juste... Il y a des cadres droits et c'est cool, quoi. Pour la petite histoire, en fait, le cadre femme est né à la fin du 19e, quand les femmes étaient obligées de porter une jupe et que le pantalon n'était pas encore autorisé. Donc les fabricants de vélos ont créé ce cadre un peu en col de cygne pour que les femmes puissent enjamber et faire du vélo. Mais maintenant qu'on porte tout le pantalon, il n'y a plus du tout de raison que les cadres soient adaptés. Sauf si vous voulez rouler en robe. Et tout à l'heure, on parlait, c'est moi qui parlais du fait de pousser les industriels à proposer du matériel féminin. Un matériel féminin, moi j'ai plusieurs vélos et j'ai tous mes cadres qui sont parallèles au sol, forcément. Mais c'est plus en question de taille de cadre, en question de largeur de cintre, de type de selle. C'est plus ça, c'est pas créer un cadre qui soit un petit peu plus rabaissé et pas parallèle au sol pour dire que c'est... La différenciation d'un vélo féminin et d'un vélo masculin, il se fait pas par la forme du cadre, il va se faire par, pour les gens qui connaissent un peu, la taille du cintre, la forme de la selle, voilà. Mais encore une fois, oui, on ne parle pas de cadre masculin ou féminin, ça fait partie des choses qui doivent évoluer.
voudrais juste réagir par rapport à ça. Et ce qui me semble important, en fait, c'est pas de segmenter par genre masculin ou féminin, c'est de réfléchir en termes d'adaptation aux morphologies. J'ai un ami qui a eu un souci à la naissance, qui est hémiplégique, et pour autant, il fait du vélo. Et en fait, je ne sais pas s'il a un cadre masculin, féminin. Je sais qu'il est en difficulté physique avec son corps par moment, et il a des adaptations à ses difficultés morphologiques. Et ben en fait, pourquoi on ne réfléchit pas plus comme ça, plutôt que de dire c'est un vélo d'homme, de femme? Et est-ce qu'on ne pourrait pas inciter les industriels et tous les acteurs et les actrices du cycle, et d'ailleurs à faire cette réflexion-là plutôt que celle de je coupe en deux et puis 50-50, quel sens ça a? Où il est le sens? Ouais, je pense que c'est plutôt sur la diversité des profils qu'il faut travailler, parce qu'aujourd'hui tu vas chez Decathlon par exemple, tu fais plus de 100 kilos, tu peux pas retrouver un vélo. Et donc du coup, il faut faire bouger les industriels, et puis aussi il faut peut-être aller un peu vers les artisans. Il y en a certains ici qui sont très bons et qui peuvent peut-être un peu plus s'adapter à une demande qui va être spécifique, parce qu'aujourd'hui les industriels travaillent pour de la masse, pour beaucoup de généralités, décidément. Et du coup, il faut peut-être aussi s'orienter vers d'autres fabricants, mais oui, c'est sur la diversité, et c'est aussi la diversité, quand on parle de femmes, c'est la diversité des poitrines, et donc du textile, de faire aussi des textiles qui vont être adaptés aux personnes qui ont eu des problèmes de cancer du sang, avec des brassières qui vont être adaptées. Voilà, ça c'est plein de choses sur lesquelles il faut travailler, mais ça pourrait valoir 2-3 heures de plus, quoi. Je crois qu'on arrive à la fin. Merci à tous en tout cas pour ces échanges, c'était passionnant. Merci les filles. Vous pouvez retrouver toutes vos initiatives, j'imagine, on peut le retrouver un peu sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous allez rester un petit peu peut-être pour échanger avec les gens, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir autour de la table, on y répondra avec plaisir. Et je vous souhaite du coup un bon dimanche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment.